Merci d'être avec nous pour cette séquence Wi-Fi territoriale, l'Internet communal, en compagnie donc de Marc Lager, du commissariat général à l'égalité des territoires. On a parlé de cohésion des territoires et égalité des territoires, hein, c'est l'enjeu. Représentant la fédération donc Infranum, Jean-Christophe Budin, qui travaille chez One, qui est la société fibre, je crois, filiale de Aéroport de Paris. Tout à fait. Hein, et donc Didier Sélis, qui représente la Banque des Territoires. Et ces trois acteurs se sont mis autour de la table avec le CEREMA de mémoire pour produire un guide qui doit vous aider. Et il est simple, et je l'ai lu, et je ne les lis pas tous. C'est juste que celui-là, il est lisible. Non, mais il faut être clair. Et en l'occurrence, voilà, je pense que c'est un vrai mode d'emploi. Le Wi-Fi, effectivement, sur vos territoires, c'est quelque chose qui est attendu. C'est un élément d'attractivité, on va en parler. C'est un élément aussi de lien social. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par faire, c'est faire un petit tour de salle. Non pas un tour de table, mais on va se dire qui est qui. Comme ça permettra à nos intervenants d'ajuster leurs propos. Et on va commencer là. Oh, si tu veux. Alors, on y est. Laurence Bussière, présidente des maires ruraux de l'Eure et maire d'un petit village de 239 habitants. Voilà. Ça va, Bussière ? C'est super, c'est parfait, comme d'habitude. Ici. Christophe Roussel, responsable pôle support en fait aussi l'Aigle du Jura. On s'occupe de l'informatisation des collectivités jurassiennes et on fait du SIDEC, donc plus de 600 adhérents, voilà, pour la partie système et la partie informatique de gestion. Merci. Merci beaucoup. Sophie Terris, je travaille pour la SCOP Laetis à Aveyron, dans un village de 800 habitants qui est devenu un petit smart village associé au prix ruralitique reçu il y a 2 ans et à plein de démarches en lien avec le numérique. Merci, bonjour. Ah. Allô ? Oui. Allô. En charge des relations extérieures pour le groupe Scopelec. Merci. Walid Benarni, Actions, groupe ainsi. Merci. Et on fait un tiers groupé, Jean-Luc Saunier, Splicity Network. En avant. Les jeux. Christian Bouliès, maire de la commune de Nocelles, tout près d'Aurillac. Merci. Serge Chauzy, élu à Aurillac. Tu me la jettes ? On a... Hop. Bonjour, Henri Aspert, Infranum. Délégué général d'Infranum. Bonjour, Nicole Normand, maire d'une petite commune de 176 habitants et trésorière des maires ruraux de l'Eure. Merci beaucoup. Nathalie Exea, One à l'aéroport de Paris. Laurent Posiès, délégué départemental d'Orange, en Aveyron et en Lozère. Bonjour, François-Xavier Monidel, collaborateur de cabinet de M. le maire de Millau en Aveyron et en charge du numérique. Oui, bonjour. Aldo Zanardi, directeur de l'organisation et des systèmes d'information de la mairie de Millau. Bonjour, Sandrine Lafont du CNES, qui est l'Agence française de l'espace, et je travaille notamment sur tout ce qui est accès Internet par satellite, sur les infrastructures et les usages. Merci. Karim Dinari, je travaille chez Orange, je suis responsable des relations avec les collectivités locales. Vous connaissez Orange, c'est le meilleur opérateur du monde. C'est une petite boîte qui monte. Laurent Gras, en charge de l'aménagement numérique au sein du conseil départemental de l'Hérault. Merci. Philippe Legrand, groupe Notec. Avec Mathias, maire de la commune de Montaubois, 150 habitants dans les Ardennes. Dans les Ardennes, merci beaucoup. Vous êtes venu sans votre sanglier ? Denis Mathieu, formateur au Télétrapol. Merci. Philippe Varlet, je suis président de Somme Numérique, qui est le syndicat mixte qui déploie la fibre dans la Somme. Laurent Parcy, vice-président de Somme Numérique et aussi maire d'un petit village de Cahors, le plus beau village du monde, à côté d'Abbeville et d'Abbey-de-Somme.
Ousli Barry, chargé de communication pour le syndicat Mixel numérique. Eric Lozana, syndicat mixte pour l'informatisation des collectivités environnaises. Frédéric Néraud, vice-président du département. Dans le micro, surtout. Frédéric Néraud, vice-président du département du Loiret et président de l'agence Loiret numérique. Merci. Laurent Brochet, directeur de l'agence du numérique. Merci Laurent. On continue. Didier Appel, expert THD au syndicat d'énergie de la Loire. Donc, maître d'ouvrage du plus beau réseau d'initiatives publiques. On l'a compris hier, absolument. Et à l'origine du lancement d'un nouveau réseau de très bas débit d'objets connectés sur le département. Déjà ? Il faut bien qu'on s'occupe. C'est ça, j'ai compris, oui. Quand on a tellement d'avance. Merci. Philippe Ramon, sous-préfet en charge du plan de revitalisation de la Creuse. Merci d'être avec nous. Je suis Gaëlle Labouy, présidente de l'ASSO TV locale chargée d'animer le réseau social média participatif Smart Réseau, qui est d'ailleurs le plus beau réseau du monde. des médias participatifs du monde. Donc, François Lénard, je suis PDG de OISS, spécialiste du déploiement des réseaux radio et TG Radio. Pierre Brua, société Assatis, opérateur multi-techno et fournisseur d'accès Internet, et également spécialiste des solutions TG Radio. Pas mieux, Antoine Roussel, même structure, Assatis, opérateur alternatif, à votre disposition. Merci. Paul Romano, société Corning, industrielle pour l'infrastructure passive. Sania Chalal, directrice du développement de la société Xilal, opérateur THD Radio. Merci. Donc Magali Moinard, présidente nationale du syndicat des secrétaires de mairie des communes de moins de 3500 habitants et donc secrétaire de mairie dans une commune littorale en Vendée, 800 habitants à l'année, 4005 l'été. Secrétaire de mairie, le plus beau métier du monde. Laurent Lemaire, meilleur opérateur du monde. Anthony Guyez, directeur de Orange des relations avec les collectivités locales du Cantal et du Puy-de-Dôme. Merci. Et Franck Petit, délégué régional Nouvelle-Aquitaine Nord, c'est-à-dire Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Haute-Vienne, Creuse, Corrèze. Orange. Et il est arrivé il y a quelques instants. Il était où? Il est passé. Il est là. Hop. Jérémy Lambert, métropolis Côte d'Azur, production, innovation numérique. Ah, ça va être. Allez, on le tente. On fait un dunk. Ouais, hop. Et c'est pour Claudie. Pour dire qui tu es. Claudie Le Breton, vice-présidente de l'Internet. Merci beaucoup. Bon, vous y voyez plus clair, hein? On est en place. Donc, voilà, Wi-Fi territorial. Bon, on va essayer de procéder simplement. On va déjà se dire de quoi on parle. Hein? C'est quoi le Wi-Fi territorial? Qui prend le point? Le Wi-Fi territorial, c'est un petit peu comme d'autres objets, c'est ce qu'on en fait. Vous voyez, de temps en temps, l'informatique n'est jamais au rendez-vous avec moi, je ne sais pas pourquoi. S'il vous plaît, du son, non? Vous allez prendre ça alors, voilà. Tu vas peut-être éteindre? Bien, on s'adapte. Non, il y a du son, mais le retour est réglé de telle sorte que tu ne sois pas assourdi par ta propre voix. Le Wi-Fi territorial, c'est ce que le territoire en fera. C'est un projet qui doit être mis en place en fonction des attentes locales. J'ai constaté que dans certains endroits, on avait une réponse à un déficit de connectivité. Dans d'autres, on avait un projet de développement touristique. Dans d'autres cas, on avait la première marche vers une démarche Smart Village, ruralétique. Et donc, clairement, on a une démarche qui permet d'être déclinée par les responsables locaux, élus, techniciens, en fonction des attentes, des projets, des besoins, des dynamiques, des contraintes. Voilà. Ouais, et peut-être pour compléter, ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est que souvent quand on parle de Wi-Fi, on a l'impression que c'est juste un réseau ou juste des bornes qu'on installe quelque part. Et c'est surtout pas ça, c'est bien plus que ça, c'est tous les services qu'on peut imaginer autour, qui permettent de mieux connecter, de rendre des
territoires parfois plus attractifs aussi, avec des applications autour du tourisme. Et donc du coup, c'est vrai que c'est bien plus que simplement un équipement, c'est tout ce qui va avec. Tout à l'heure, dans une des tables rondes précédentes, il y avait un intervenant qui disait qu'il n'avait jamais vu un marteau planter un clou tout seul. C'est un peu la même chose. C'est un outil, et chaque territoire construit un petit peu une solution, des services autour de cet outil. Voilà. Et, bon, tout a été un peu dit, mais ce qui est intéressant à rajouter peut-être sur Wi-Fi, c'est que c'est un outil qui est facile à utiliser et sur lequel on a la main. Donc un outil que les collectivités peuvent utiliser pour servir d'un certain nombre d'usages. Donc s'il y a un déficit de connectivité quelque part, ou si on veut mettre en avant un certain nombre d'offres, dire des informations sur les touristes, communiquer avec eux, c'est finalement un des rares médias et une des rares infrastructures qu'on peut assez facilement mettre en œuvre. Mais il faut que ça serve effectivement à un usage global, et c'est vraiment avoir comme un outil dans un projet qui peut être plus global. Si on veut être absolument exhaustif, on peut répondre à ta question, Sébastien, qu'est-ce que le Wi-Fi territorial, en faisant référence à la jurisprudence, parce que le problème a été posé il y a quelques années, notamment quand la mairie de Paris a développé du Wi-Fi, ou quand la région Réunion a développé du Wi-Fi, eh bien ça s'est traduit par des contentieux entre les acteurs publics qui ont mené ces opérations et les différents opérateurs, et ces contentieux ont donné des résultats qui sont représentés par la même réponse. Quand on déploie un service de Wi-Fi territorial, on offre un service de nature publique qui est très limité dans l'espace, par la force des choses, quand on sort du champ de l'antenne, on n'a plus accès au réseau, et limité aussi très souvent dans le temps, puisqu'il ne s'agit pas de donner une connexion permanente, mais d'apporter un service très localisé. Donc, dans les deux cas, l'un, la Cour d'appel administrative de Paris, l'autre, le Conseil d'État, on a une réponse très précise. Le Wi-Fi territorial, c'est un service apporté aux habitants. Aux habitants, considérant les touristes ou même les habitants temporaires du coup? Aux habitants et aux personnes de passage, que ce soit à titre professionnel ou touristique. Ok. Peut-être juste aussi pour ajouter un truc, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez des ados ou des enfants qui commencent à avoir des téléphones. Quand on va quelque part, la première question que posent les gens, et même les parents d'ailleurs, c'est quoi le code Wi-Fi? J'ai expérimenté moi-même pendant les vacances. La première question de mon fils, c'était pas c'est quoi le menu du resto ou c'est quoi ce qu'il y a à voir, c'est quoi le code Wi-Fi ici? Donc c'est vrai que c'est une question qui se démocratise quand même de plus en plus. Et c'est aussi une façon d'inclure des gens qui n'ont pas forcément des forfaits illimités, des touristes qui viennent d'autres pays qui sont en roaming, et qui peuvent, voilà. Donc c'est aussi une façon d'inclure plus de monde. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez eu collectivement ce souhait de faire un mode d'emploi, de vulgariser cette question effectivement du déploiement d'un réseau Wi-Fi? Le pourquoi, le comment, avec quel bénéfice, avec quelles considérations à prendre en compte, quel point de vigilance. On se souvient qu'il y a du programme Wi-Fi for Europe, qui est un programme de financement avec de l'argent européen de ce type de dispositif. Donc quels sont les constats qui vous ont conduit à dire qu'il faut un guide? Alors, peut-être pour revenir effectivement sur le programme Wi-Fi for You, qui est quand même un élément assez important, assez structurant sur ce marché-là. Le son marche bien ou pas? Oui. Ouais, donc pour expliquer en deux mots ce que c'est un programme de 120 millions d'euros de l'Union européenne. Il y a plusieurs appels à projets qui visent à financer des Wi-Fi au service des citoyens et des visiteurs dans différentes communes par coupon de 15 000 euros. C'est-à-dire c'est des projets qui vont rester d'échelle plutôt modeste s'ils ne sont pas complétés par des fonds complémentaires. Mais ça a permis finalement de... En termes d'ordre d'idée, pour 15 000 euros, on met combien d'antennes dans un village? Pour 15 000 euros, on va mettre de 10 à 20 antennes, grosso modo. Quand même. Oui. C'est un projet d'infrastructure qui est adapté effectivement, typiquement à un centre-bourg, mais qui ne va pas être forcément le même type d'échelle de financement de ce qu'on peut être habitué à voir sur des financements publics. Ça permet ce type de projet, effectivement. Complètement. Et donc ça a vraiment créé un peu le marché. Alors ça a pu le freiner également dans un premier temps, parce que le projet a mis beaucoup de temps à se mettre en place et ça crée un peu d'effet d'attentisme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui se sont créés et qui ne seraient pas forcément créés via Wi-Fi for You. Et finalement, du coup, ça crée un vrai effet d'aubaine. Il y a 3500 communes, si je ne me trompe pas, qui sont inscrites en France. Donc c'est-à-dire ça fait à peu près 10% des communes pour essayer d'avoir ce coupon. Donc il y a un vrai intérêt pour y aller. Mais finalement,
c'est pas forcément évident à cadrer un projet de Wi-Fi territorial. Comment on va le déployer, dans quel cadre juridique ça va s'inscrire, à qui je peux m'adresser, quel type d'infrastructure je mets en place, quel type de service. Finalement, c'est plein de questions sur lesquelles on n'a pas forcément une maturité qui est forte si on ne s'est pas penché sur ces projets-là. Et donc, ce qu'on est un certain nombre à s'être dit, c'est qu'il y a besoin d'avoir un peu de didactique et d'apporter un peu d'informations pour aider à la mise en œuvre de ces projets et puis d'en faire des succès. Et le constat qu'on peut faire sur le Wi-Fi de manière plus générale, puisque c'est du Wi-Fi dans des lieux ouverts au public, soit de type privé ou public, finalement c'est un marché qui existe depuis une quinzaine d'années, c'est que c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais Wi-Fi. Et alors le bon Wi-Fi, il fait quoi? Alors, le bon Wi-Fi, il marche déjà. Et, le mauvais, il marche, mais c'est le mauvais. Le mauvais, il marche, mais pas toujours. Et pour prendre l'expérience la plus récente, dans l'hôtel où j'étais la nuit dernière, il ne marchait pas hier soir, il ne marchait pas ce matin. D'accord. Et malheureusement, c'est très très courant sur du Wi-Fi. C'est pas inhérent à la technologie, c'est souvent inhérent plutôt à la manière dont on l'a déployé, la manière dont on l'a conçu. D'accord. Et on se rend compte, du coup, l'hôtel est un peu un contre-exemple. Parce que l'hôtel est un marché sur lequel souvent les Wi-Fi sont plutôt de bonne qualité, parce qu'on est sur un marché de deuxième ou troisième renouvellement, donc où les personnes donneurs d'ordre ont une certaine maturité. Mais ils se sont plantés pas mal de fois dans les marchés précédents. On veut éviter finalement cet effet-là, donc pâtirait à la fois des collectivités et des citoyens. Merci. La Banque des Territoires, elle est aux côtés des collectivités depuis des années sur l'ingénierie, c'est-à-dire sur la manière de penser un déploiement de réseau, et finalement c'est un réseau de plus. Oui, alors pourquoi nous on s'intéresse au sujet, c'est parce qu'on a beaucoup de questions qui remontent des territoires, et depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Ouais. On avait déjà commis un premier guide sur le sujet l'année dernière, qu'on était venu présenter à Ruralytic, tout simplement parce qu'on commençait à avoir pas mal de projets, de demandes, etc., avec quelques demandes d'ingénierie, d'accompagnement. Et on s'est dit que finalement, c'était un sujet à part entière, avec plein de questions techniques, bien sûr, mais également juridiques, comment on s'y prend pour passer des marchés, quel type de marché, quel type de structuration. Donc on avait fait une première étude pendant 4-5 mois, et on avait beaucoup de matière, ce qui nous avait fait nous dire que c'était intéressant de partager cette matière et donc de la mettre dans un guide. Et puis les questions ont continué de se poser. On a eu pas mal d'échanges avec Marc, avec le CGET, avec Infranum, et on s'est dit que ça valait le coup de refaire quelque chose de très pratico-pratique, sous forme de fiches, on en reparlera tout à l'heure, justement pour aider à la réflexion. Par ailleurs, dans le cadre de Action Cœur de Ville, vous savez, ce programme qui permet d'accompagner 222 villes de taille moyenne, on a fait remonter pas mal de projets, et il y a beaucoup de projets autour de cette question. Bon, j'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, et puis en fait, on a créé il y a un an dans la Caisse des dépôts la Banque des Territoires. Donc en gros, c'est un des 5 métiers de la Caisse qui a pour vocation de regrouper dans une même structure toutes les compétences, tous les outils d'aide et d'accompagnement et de financement des projets des territoires. Et on a 4 grandes lignes directrices dans ce projet. C'est qu'on veut des territoires plus connectés, des territoires plus durables, des territoires plus inclusifs et des territoires plus attractifs. Et là, pour le coup, ce sujet de Wi-Fi territorial, il est vraiment à la croisée de ces 4 chemins, de ces 4 objectifs, puisque plus connecté, évidemment, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, c'est une extension de ce que font déjà les territoires sur les connexions, c'est une extension éventuellement des projets de RIP, on en a parlé hier, mais on pourrait en reparler. Donc c'est offrir une meilleure connexion, voilà. Les rendre plus attractifs, on en a parlé, ça permet d'offrir des services à la fois aux administrés, mais également aux gens qui viennent visiter le territoire. Les rendre plus inclusifs, on en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure, ça permet d'élargir une offre de connexion. Et puis enfin, territoire plus durable, c'est, on l'explique un petit peu dans certaines fiches du guide, c'est une première brique vers ce qu'on pourrait constituer comme Smart Village, donc avec l'Internet des objets, comment on va peut-être connecter au travers de ces réseaux Wi-Fi des capteurs sur la qualité de l'air, etc. Et donc voilà, on a trouvé que c'était en plein dans nos missions,
de continuer de travailler là-dessus et d'accompagner les territoires. Merci Didier. Oui, juste avant de montrer le guide, parce que j'aimerais qu'on soit dans des choses concrètes, on l'a mis en homepage de Ruralytic pour que vous puissiez le télécharger. Vous partez avec, vous l'avez dans vos mallettes, et derrière, j'aimerais aussi que vous puissiez effectivement l'embarquer dans vos ordi, mais tu voulais dire quelque chose juste avant. Je voulais répondre à ta question. Pourquoi est-ce qu'on s'est impliqué dans cette démarche de création d'un guide? Et évidemment, je souscris à ce qui a été indiqué par Jean-Christophe et par Didier. Ce sont des éléments sur lesquels on s'est entendu très concrètement depuis le début avec le CEREMA. Et je voudrais apporter nos deux précisions parce que cette aventure, elle me rappelle beaucoup ce qui s'est passé il y a 10 ans, quand notamment le représentant des web du Gévaudan, ici à Ruralytic, disait qu'il faut faire 100% de fibre optique sur la Lozère. À ce moment-là, on s'est un peu gratté la tête en se disant, mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire? Et puis finalement, on s'est aperçu que, notamment avec les études qui avaient été conduites par la Data, puis les travaux qui ont été développés par l'Agence du numérique, eh bien, c'était faisable. Là, on a eu à peu près la même posture, c'est-à-dire qu'on a écouté ce qui s'est passé sur les territoires et on a vu un certain nombre d'acteurs. J'ai parlé tout à l'heure de la région Réunion, de la mairie de Paris, mais il y a eu aussi le pays de Lacanau, le Pays Basque, le conseil départemental du Puy-de-Dôme, ou d'autres acteurs qui ont développé des réseaux Wi-Fi. Donc, la Haute-Loire, évidemment, je ne peux pas citer tous les pionniers, mais voilà, il y a eu un certain pourcentage de territoires qui se sont attaqués à ce sujet. Et donc, c'était ce premier signal faible qui nous a conduit à nous dire, tiens, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Ensuite, vous l'avez rappelé, la Commission européenne, par la voix de son... par la voix de M. Juncker, a dit, bon, il faut s'orienter vers ce sujet. Et quand, au mois de mai 2018, 2700 communes ont levé le doigt en 8 semaines pour dire on veut participer à l'appel à projet Wi-Fi for You, on s'est dit, voilà, là, il y a un enjeu fort. 7% du territoire français qui, en 8 semaines, dit « ça me concerne, je veux participer », il fallait organiser une réponse, il fallait essayer de trouver des éléments. Alors le troisième point qui a conduit le CGET à s'impliquer dans cette démarche, et même à l'animer, et vous le voyez avec un soutien de l'Europe, puisque on a obtenu des financements importants pour mettre en œuvre cette démarche, des financements européens importants. Donc le troisième motif, c'est essayer de professionnaliser la démarche, parce que si chaque territoire local se lance dans une aventure qui est un petit peu compliquée, qui comprend des contraintes juridiques fortes, qui se traduit par des obligations techniques élevées, qui est encadrée par l'Agence nationale des fréquences radio, etc., eh bien on risque d'avoir soit des réseaux qui ne fonctionnent pas bien, c'est important de le réaliser, moi non plus dans mon hôtel, ça ne marchait pas, hier soir. C'était peut-être le même hôtel. C'est ça. Vous n'êtes en off lequel. Mais donc il nous a paru très important d'exercer ce métier qui est celui du CGET et de même de la NCT, c'est-à-dire d'accompagner les investisseurs publics, les collectivités territoriales, dans une démarche pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Le pire aurait été qu'on ait des projets mis en place, on va dire, avec tout le respect du monde pour ce métier, des gens qui ont travaillé comme antennistes et qui retrouvent quelques savoir-faire importants, mais qui ne maîtrisent pas tout l'aspect protection des données, respect des contraintes radio, etc. Et qu'on se retrouve avec des situations de mauvais fonctionnement, voire de contentieux entre acteurs. Et c'est vrai, je termine ma réponse un peu longue avec ce point-là, il y a 2 motifs pour lesquels un maire peut se retrouver avec 30 000 € d'amende et 3 mois de prison. C'est l'absence du respect du cadre GPRD, donc la protection des données, ou le brouillage de spots Wi-Fi qui sont opérés par des acteurs nationaux du type Météo France ou autres, ou les aéroports. Voilà, donc je crois qu'il était très important qu'on ait une démarche d'accompagnement très outillée, très précise, pour faire en sorte que l'ensemble du déploiement du Wi-Fi sur les villages français se fasse dans de bonnes conditions. Et tu peux se retrouver avec un contentieux qui coûte 2 fois plus cher que la subvention de l'Europe. Ce qui est intéressant aussi, pour compléter ce que dit Marc, c'est qu'on a mis au pot toutes nos expertises et nos compétences entre nos différentes entités et avec le CEREMA pour apporter vraiment des précisions techniques les plus pointues possibles. Et d'ailleurs, c'est un travail qui pourra se continuer en fait. On est évidemment prêt à écouter les questions, les critiques. Peut-être ça donnera lieu à une deuxième version de ce travail.
Mais voilà, on a essayé de mettre ensemble toutes nos compétences et ça a plutôt pas mal marché. On en a chacun dans nos organisations respectives. Voilà, au bénéfice des collectivités territoriales et des acteurs qui se posent ces questions. Merci. Alors, on peut le montrer ? Je vais demander à Baptiste, je vais t'emprunter le tien. Je vais demander à Baptiste de mettre à l'écran effectivement la homepage de Ruralytique, où vous allez effectivement trouver le guide en téléchargement. Donc il y a des parties qui... Parce que voilà, c'est un sujet exposé, c'est un sujet technologique, mais ce n'est pas un sujet pour les technologues. On est vraiment sur une logique de méthode. Voilà, on est sur la homepage de Ruralytique, donc en savoir plus, vous cliquez. J'espère que le Wi-Fi fonctionnera de manière suffisante ici. Mais en général, on est toujours piégé. Voilà, c'est le jeu de ma pauvre Lucette. Et donc, vous avez 4 parties. L'intérêt à agir pour les collectivités, on va y revenir. Les acteurs et les partenariats, parce qu'on ne vous demande pas de faire ces choses-là tout seul. Les aspects juridiques et les aspects opérationnels, le financement et le retour d'expérience. Et donc, pendant qu'il s'affiche, il s'affiche. Non, mais j'ai mis une version qui est relativement light. Non, c'est que... Voilà. Donc on va le feuilleter avec vous, mais on va échanger avec nos intervenants donc, sur ces différents points. Donc les retours d'expérience, parce que c'est extrêmement intéressant, parce que vous savez, vous, dans votre relation aux collectivités, ce qui a coincé, ce qui n'a pas marché, ce qui fait que ça a monté, etc. Donc, et aussi les cas où effectivement ce Wi-Fi territorial s'est intégré dans une vraie stratégie de territoire. Donc quels sont les exemples que vous pouvez donner à nos participants ? Vos retours d'expérience effectivement sur ce sujet-là. Moi je voudrais dire que ces retours d'expérience sont très variés. Je ne vais pas les présenter en détail, je renvoie aux fiches 9 à 12, parce qu'on a disséminé ça un petit peu partout, mais ça va du cas de la commune de Seille-Rocosel dans l'Hérault qui répond à l'appel à projet, obtient les 15 000 € et met en place un service qui va donner immédiatement satisfaction aux jeunes qui sont en vacances, aux artisans, aux commerçants, alors même qu'il y avait une forte attente sur le déploiement de la DSP et l'arrivée de la fibre d'un côté de la 4G. Il se trouve que ça a provoqué un petit peu d'activité. Ils ont eu tout ensemble, le Wi-Fi, la 4G et la fibre. Il y a le cas, j'en ai très rapidement parlé, du département du Puy-de-Dôme qui a équipé plusieurs communes, et c'est vrai que c'était intéressant d'en parler hier avec les collègues de l'Association des maires ruraux de France sur le Puy-de-Dôme. Ça fournit un service de connectivité intéressant. Il y a un cas que j'aime bien parce que pour 5 000 €, je répète, pour 5 000 €, le comité régional de tourisme de Bourgogne-Franche-Comté a mis en place une opération qui a permis d'équiper 80 offices de tourisme qui ont payé chacun une box Wi-Fi à 100 € pour avoir du Wi-Fi sur le site de l'office du tourisme. Donc c'est vraiment basique comme démarche, mais ça a permis d'enclencher une logique de développement qui a intéressé de plus en plus de monde, et en plus 5 000 € ont été financés à 50% par le FEADER. Donc c'était vraiment... 2500 € de la poche du conseil régional, enfin, pour le coup du CRT. Du CRT. Voilà. Et puis on pourra insister un peu plus tard, puis je voudrais laisser la parole à mes collègues panélistes. On a des exemples beaucoup plus aboutis sur Ajaccio ou sur le Pays Val-de-Loire, où le Wi-Fi n'est qu'un élément d'un projet beaucoup plus large, beaucoup plus dense, beaucoup plus engageant pour l'ensemble du territoire. Merci Marc. En rebond, vos retours d'expérience, ces perceptions que vous avez qui ont nourri la rédaction de ce guide. Marc en a évoqué effectivement pas mal qui sont décrits dans le guide. Effectivement, on a des approches et des typologies de projets qui sont extrêmement diverses. C'est intéressant, effectivement, le projet à 5 000 €, dont 50% financés. Et à l'autre bout du spectre, on peut avoir des initiatives qui sont d'ampleur qui sont très différentes. Et pour autant, c'est les mêmes questions qu'on va se poser. Ce matin, dans le panel sur la dynamisation des centres-bourgs, il y avait l'exemple de l'entreprise d'Elbu notamment, qui parlait d'un modèle freemium où on va mettre en avant les commerçants qui souhaitent avoir une promotion plus active de leur commerce sur une plateforme digitale. Et pour illustrer dans un contexte complètement différent,
C'était la démarche qui avait les Champs-Élysées qu'on a déployé notre premier Wi-Fi territorial. Sur les champs, pas pour un donneur d'ordre public, mais privé, en l'occurrence JCDecaux avec l'association des commerçants. Leur modèle s'appuie aussi sur la mise en avant des commerces qui souhaitent être plus visibles pour les touristes, en l'occurrence, pour des locaux, sur le portail. Donc on retrouve finalement dans des échelons et dans des modèles qui sont différents le même type d'approche. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir un peu la diversité de ces approches qui peut finalement s'appliquer dans pas mal de cas. Didier, comment je réponds à la première question, mais ensuite, comment rater son déploiement du Wi-Fi territorial? Le truc à pas faire. Le truc à pas faire. Déjà, je vais compléter un peu ce que disaient mes deux collègues panélistes. Effectivement, il y a beaucoup d'exemples, il commence à y avoir pas mal d'exemples qui sont très, très variés. Et alors, plutôt que de dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, plutôt je vais te dire, moi, à mon avis, plutôt les quelques prérequis, vraiment des règles de bon sens, je dirais. Le premier, c'est de commencer par réfléchir à ce qu'on veut en faire. C'est quoi les objectifs qu'on poursuit avec un déploiement limité de Wi-Fi territorial, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça. Et donc, ça passe par des ateliers, de la réflexion avec les acteurs locaux. Alors, typiquement, c'est ce qu'on a commencé à faire là, dans le cadre de l'Action Cœur de Ville. On l'a fait avec quelques villes, on l'a fait avec Arras, avec Vichy et Aubenas, là, dont parlait Gaël Serrandour hier. C'est un vrai travail de réflexion, d'atelier sur, globalement, c'est quoi les atouts, les forces du territoire et qu'est-ce qu'on veut au travers du Wi-Fi territorial, qu'est-ce qu'on veut voir, quel type de service on veut amener. Donc c'est une première étape qui est assez structurante et assez dimensionnante pour le reste. Ensuite, dans les questions, c'est aussi de penser global et de regarder à quelle échelle ce projet on veut le faire. Est-ce qu'on veut le faire au niveau d'une commune, au niveau d'une communauté de communes, voire au niveau d'un département, pourquoi pas, pour réfléchir global et éventuellement penser mutualisation. Et puis, troisième point qui me paraît important et qui transparaît beaucoup à la lecture du guide et puis qui est un des points forts, je pense, de notre réflexion commune, c'est pas un projet qu'on prend à la légère, donc il faut vraiment faire appel à des professionnels parce que globalement, une expérience, elle peut être très bonne comme elle peut être très mauvaise. Et à partir du moment où on n'arrive pas à se connecter, premièrement, ou qu'on a une très mauvaise connexion, on n'y revient pas après. Oui, donc il faut... C'est éliminatoire. Voilà, c'est éliminatoire, donc il ne faut pas se couper. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui sont capables, alors ça passe par des marchés publics, etc., mais qui sont capables de fournir des prestations de bout en bout pour les collectivités, qui permettent à la fois d'offrir le service, mais qui permettent aussi d'avoir le back-office. C'est-à-dire que derrière, qu'est-ce qu'on veut en faire de ce truc-là? C'est aussi un moyen d'interagir avec les administrés et avec les gens qui passent sur le territoire. C'est un moyen d'avoir des statistiques pour mieux connaître les comportements dans le territoire et puis essayer de mieux comprendre les attentes, de se rendre compte que des gens ne s'arrêtent pas à un endroit alors qu'on pensait qu'ils s'arrêtaient à un endroit, notamment dans le cadre d'un parcours touristique, comprendre pourquoi ils ne s'arrêtent pas à tel endroit. Voilà, donc c'est aussi ça qui est important, c'est aussi d'avoir le côté back-office pour les acteurs locaux, de pouvoir exploiter la mine d'information qui ressort de ça, bien évidemment dans le respect, et Marc le mentionnait, du RGPD et des données personnelles, évidemment. Et ça aussi, c'est un aspect important, et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas le faire par-dessus la jambe, il faut le faire avec des professionnels qui ont l'habitude de ce type de questionnement. Voilà. Ta question dans la question « que faut-il ne pas faire ?» me semble intéressante, parce que effectivement, il faut essayer de partager les retours d'expérience et éviter de recommencer quelques erreurs. Je mentionne le retour d'expérience de Tours Métropole, qui m'a été présenté l'année dernière. Lorsque la métropole de Tours souhaite équiper l'ensemble de son territoire, et notamment les points touristiques, les points de service, les bibliothèques, etc., en Wi-Fi, il y a une commune qui lève le doigt en disant « je suis intéressé, mais c'est moi, le maire, sera maître d'ouvrage ».
Et effectivement, on a eu 29 communes équipées par métropole, Tours Métropole, et une commune qui a fait partie de l'ensemble, mais qui a été toute seule et qui a passé son contrat. Eh bien, 12 mois plus tard, le maire est revenu auprès de la métropole en disant « ça ne marche pas, c'est trop compliqué, est-ce que je peux retourner dans la démarche collective ?» Donc, un des écueils, je pense, dans la démarche, c'est le niveau d'économie d'échelle qu'on peut envisager d'une démarche collective, et se lancer de façon isolée alors qu'on a un peu de moyens, c'est peut-être vraiment moi je conseille de regarder à deux fois. Voilà. Oui, il vaut mieux être considéré par effectivement le fournisseur comme faisant partie d'un gros client que d'être un tout petit client. C'est un peu ça l'idée. Entreprise. Il y a une partie effectivement gestion du fournisseur, d'une mutualisation de la maîtrise d'ouvrage, et puis il y a aussi une question d'expérience finalement pour les utilisateurs, et notamment dans des contextes touristiques. Si au sein d'un département il y a un certain nombre de communes qui vont attirer des touristes, si le touriste qui passe d'une commune à l'autre et qui est dans un lieu touristique, il se connecte automatiquement sans avoir à faire des démarches, etc. Et qu'on peut mutualiser aussi la connaissance que tu évoquais tout à l'heure, qu'on peut avoir des comportements des personnes, de se dire bah tiens finalement les personnes qui vont sur tel site vont également sur tel autre site, ils y restent un peu moins longtemps. Il y a un vrai gain à le faire, à la fois pour l'expérience des personnes qui viennent et puis pour les données qu'on en tire. Parce que ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut le considérer comme allant dans les deux sens. Un projet Wi-Fi territorial, c'est aussi un projet de collecte de données. C'est pas seulement un projet de vitrine, faire tomber son info dans le smartphone des gens, mais c'est aussi une manière, effectivement, de collecter de la donnée et de se mettre à cette culture de la donnée. Enfin, c'est un petit peu ce que j'entends dans ce que vous me dites. Absolument, et c'est pourquoi le niveau d'intervention du prestataire doit être de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons consacré plusieurs fiches à ces questions-là. D'abord, la numéro 4, quels engagements exiger des professionnels pour un service de qualité. Donc on a essayé déjà de qualifier le niveau des engagements. On a donné, et c'est une des fiches principalement rédigées par Infranum, parce qu'on attendait beaucoup de vous et on vous remercie d'avoir joué le jeu pour clarifier un petit peu les conditions dans lesquelles il était possible d'intervenir, pour avoir une forme non pas d'assurance qualité au sens strict du terme, mais on va dire de sécurité sur l'ensemble des aspects. Pour nous, c'était une démarche de professionnalisation importante dans le secteur. Et puis ensuite, on est allé plus loin avec les fiches 9 et 10, en rappelant les obligations juridiques auxquelles les maîtres d'ouvrage publics ou les prestataires privés étaient astreints. Il y a même des exemples de cahiers des charges. C'est la fiche numéro 5. On est bien d'accord. Oui. Voilà, parce que pour le coup, le cahier des charges, c'est bien de l'avoir co-discuté entre l'acteur public et l'acteur privé qui va l'exécuter pour être sûr qu'on a le même vocabulaire, les mêmes attentes et qu'il n'y a pas effectivement de faille dans le dispositif. Les conseils que vous pourriez donner aux collectivités territoriales qui veulent s'engager, alors il y en a un certain nombre dans ce guide, mais des conseils généraux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles peuvent en attendre, parce que parfois elles se disent, bon effectivement j'ai des touristes, c'est souvent une clé d'entrée, j'ai des touristes et on me dit, j'ai pas, voilà, bon, allez on va le faire pour les touristes. Et on fait parfois, il y a eu des expériences en LIFI à l'époque où on fait tomber la ressource, mais bon, voilà, on ne va pas plus loin, il n'y a pas de portail derrière, il n'y a pas de valorisation du territoire, on offre entre guillemets à blanc une connexion Internet. Sans valorisation du territoire, c'est une des clés d'entrée. Alors voilà, on va pas jusqu'au bout quand on fait ça. Hein. Donc quel conseil vous donneriez aux collectivités, effectivement, qui veulent, je dirais, tirer le plein profit de cet investissement? Déjà, c'est un peu comme, si on peut parler avec une maison, il faut déjà assurer les fondations. Tout à l'heure avec les bons et les mauvais Wi-Fi, c'est déjà la priorité et la base sur laquelle tout va s'appuyer, c'est d'avoir un service de qualité. Et le service de base, c'est de fournir un accès Internet facilement et avec un bon niveau de service pour les utilisateurs, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient visiteurs. C'est-à-dire que le service soit garanti, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de déception éliminatoire qui fasse qu'on passe à autre chose. Exactement, et des facteurs qui peuvent engendrer de la déception, ils sont extrêmement nombreux. Que ce soit dans la conception, que ce soit dans la réalisation dessus. Et typiquement, un des problèmes typiques qu'on peut avoir, c'est des parcours de connexion, c'est-à-dire vous connectez au Wi-Fi, ensuite vous avez un certain nombre d'infos à remplir, où les parcours peuvent être plus ou moins bien faits, plus ou moins adaptés aux typologies de terminaux qui sont utilisés. Donc ça va créer une expérience déceptive. Et effectivement, nous, ce qu'on peut voir dans des enquêtes auprès d'utilisateurs ou de non-utilisateurs, c'est que finalement, quelqu'un qui est sur un site où il n'y a pas de Wi-Fi va plutôt être plus satisfait que quelqu'un qui est sur un site où il y a du Wi-Fi, va tenter de se connecter, où il n'est pas satisfait.
D'accord. Donc s'il y a vraiment des bases à assurer, et c'est pour ça qu'on rentre dans les différentes fiches un peu plus en détail sur les éléments qui sont structurants, le type d'accès Internet qu'on peut mettre derrière, le type de règles d'exploitation qu'on peut avoir, enfin il y a beaucoup de choses qui sont effectivement assez structurantes. Et après, effectivement, la deuxième partie, mais qu'il faut concevoir dès le début, c'est qu'est-ce que je vais en faire. Donc on évoquait tout à l'heure la récolte de data. Alors effectivement, la data, c'est tout ce qui est big data, etc. C'est un terme qui est tellement à la mode qu'on le met de partout, on se dit mais finalement concrètement de quoi on parle. C'est ça. Et donc là, concrètement de quoi on parle, on va parler des utilisateurs, des données qu'on peut recueillir sur des utilisateurs avec lesquels on souhaite communiquer. Donc ça, en termes de promotion d'offres touristiques, d'offres culturelles, ça peut être des éléments intéressants. Donc si typiquement vous avez une lettre qui s'envoie par email que vous voulez communiquer à des citoyens ou à des touristes, c'est l'occasion finalement de la mettre en avant et de récolter ces données-là pour pouvoir communiquer auprès des citoyens ou des touristes après. Et puis dans des données, on va dire un peu plus complexes mais qui sont concrètes, on va pouvoir mesurer concrètement, même si les personnes ne se connectent pas au Wi-Fi, combien de personnes sont passées à un lieu donné, donc typiquement dans un centre-bourg, combien de temps elles y restent, est-ce que c'est des personnes qui reviennent de façon récurrente, est-ce que c'est les mêmes, et on va pouvoir qualifier un peu, avec des données, pour ceux qui ont un esprit assez analytique, l'évolution finalement de ces comportements, si on a des nouveaux commerces qui s'installent dans le centre-bourg, est-ce que ça finalement crée une variation, voilà. On le voit évidemment intuitivement en y étant, mais ça permet d'avoir des données... d'objectiver tout ça, ouais. Et puis après, ce qui est vraiment intéressant, c'est la promotion de toute offre culturelle, associative, commerçante, qu'on peut faire via le portail, ou après, par email ou par d'autres cadeaux, une fois qu'on a ces infos. Et il faut les outils, effectivement, de le faire facilement, parce que les outils valent rien s'ils ne sont pas animés derrière, et pour que l'animation se fasse, il faut que les outils soient très très simples à utiliser. Parce que derrière, on le soulignait hier, mais 30% des communes de France n'ont pas de site internet. Enfin un tiers, donc 33%. 33% ont un site de première génération statique, entre guillemets, on peut dire un site mort. Donc à un moment donné, il y a une interface web. C'est-à-dire, n'oublions pas, on se connecte, mais je me connecte et j'arrive sur quoi? Et ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, comment on travaille l'interface pour que... est-ce qu'il faut demander l'email, effectivement, comme on vient de le dire, pour envoyer une newsletter derrière? Est-ce qu'il faut que la page web que j'ouvre s'ouvre dans une langue adaptée au système d'exploitation du smartphone qui ouvre? Puisque chacun d'entre nous, un espagnol, il a configuré en espagnol, nous on configure en français, les anglais en anglais, etc. Pour les bélouchistans, c'est plus compliqué, mais on apprendra. Voilà, il y a aussi cette réflexion qui est derrière. Sur quoi j'arrive? Ok, je me connecte. Mais est-ce que j'ai juste à rentrer, je me connecte, point barre, on m'offre un service, je ne sais pas qui me l'offre, et puis on ne met rien derrière. Merci. Mais merci qui? Mais il y a aussi peut-être une réflexion à conduire qui nous emmène aussi sur la question du web local, du web communal. Bien écoutez, dans l'atelier qui a eu lieu ce matin autour de cœur de ville, centre-bourg, etc., on a entendu des retours d'expérience extrêmement intéressants pour des petites villes comme Donge ou comme Lusy, avec une montée en capacité très impressionnante sur ces sujets. Donc, clairement, le Wi-Fi territorial comme outil de connectivité, pourquoi pas, mais ça ne sert pas à grand-chose s'il y a de la 4G, du très haut débit, c'est peut-être de l'argent qui est gaspillé. Par contre, si on va un petit peu plus loin, si on s'est posé la question de façon collective, une des recommandations, on ne va pas donner de conseils, mais dans notre rôle d'accompagnement des territoires, on peut donner des pistes ou des recommandations, c'est de partir de la nature des attentes du territoire, de l'humain, des projets, des gens qui sont là, mais aussi de confronter sa démarche à celle d'autres et de faire non seulement ce qu'on appelle du partage d'expérience, du partage de bonnes pratiques, mais éventuellement aussi des consolidations qui vont un petit peu plus loin que ce que les premiers ont déjà mis en place. Je vous engage à lire avec attention la fiche numéro 12, parce qu'elle fait un focus sur ce qu'a fait Ajaccio, un territoire, un cœur de ville, qui a pris les problèmes numériques, je dirais, de façon globale, ou par le syndicat mixte Val-de-Loire numérique, qui associe les départements de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, et qui prévoit 900 spots Wi-Fi par département, très rapidement, dans une démarche de transformation numérique du territoire. Voilà, donc ces éléments, me semble-t-il, répondent à ces préoccupations que tu mentionnes, enfin, qui sont tous
qui relèvent de nos préoccupations, parce que en abordant les choses de façon globale, en essayant de se poser la question des outils, de leur finalité, de leur capacité à les maintenir sur le moyen ou sur le long terme, etc., peut-être qu'on va vers une meilleure gestion de l'évolution numérique du territoire, ce qui est l'objet de Ruralytique, me semble-t-il, depuis 14 ans, et de plus en plus un sujet qui se pose à l'échelon national ou européen. Bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va rejouer un peu. Allez, il m'en faut une, de toute façon je vais descendre. Hein, je vais la trouver ma question, vous allez voir. Hop. Déjà parmi les élus et les représentants de territoire, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à assumer de lever la main si je demande qui n'a pas de site internet dans sa commune? Alors en général, quand je pense à... Merci beaucoup, merci de votre franchise. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez entendu? Et est-ce que vous vous dites que c'est un handicap ou est-ce que vous regardez les choses autrement sur votre territoire? Si vous mettez un réseau Wi-Fi territorial, sur quoi il peut bien s'ouvrir chez vous? Je vous prends à froid, mais vous ne vous sentez absolument pas jugé, parce que vous êtes comme un tiers des communes. Et voilà. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on se dit, tiens, décrivez-nous votre village déjà. Mon village, c'est 80 maisons, 150 habitants, au sein d'une communauté de communes qui fait 17 000 habitants pour 95 communes, une densité moyenne de 6 habitants au kilomètre carré. Rappelez-nous où c'est? Dans les Ardennes. Dans les Ardennes, tout à fait. Donc ça fait un moment qu'on réfléchit, parce qu'il y a quand même des gens qui passent, ne serait-ce que les Allemands tous les 45 ans. C'est une forme particulière de tourisme. Mais qui est efficace. Ah oui, on les remarque. Ils viennent nombreux, mais ils restent assez longtemps. Donc on se pose la question de savoir est-ce qu'on va mettre en place un Wi-Fi, parce que c'est une demande, on sent bien que c'est une demande. En revanche, sur la question des choses de web et tout ça, j'avoue que je ne suis pas très fort là-dedans. Ce que je constate en tant qu'utilisateur peu expérimenté, c'est qu'en fait, beaucoup de choses du web sont extrêmement décevantes en fait. Ce sont souvent des présentations intéressantes, enfin, qui ont l'air attractives, mais qui en fait sont assez creuses, qui se mettent à jour très rarement. C'est des plaquettes quoi. Voilà, c'est des plaquettes, comme on diffusait avant des plaquettes. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est que peut-être ça peut... La grosse difficulté qu'on a dans toute petite commune, c'est comment est-ce qu'on communique avec ses habitantes et ses habitants. Comment on informe qu'il ne faut pas boire d'eau parce qu'il y a eu un problème au réservoir. Alors on le fait en passant dans les maisons, mais c'est très long. Les gens nous obligent à boire, en fait. On n'arrive pas à finir, mais pas finir. Donc cette expérience me paraît intéressante si elle peut permettre en fait, de communiquer, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Les sites, je ne trouve pas ça vraiment très attractif en réalité. Et puis peut-être c'est aussi intéressant, parce que dans notre collectivité, dans notre communauté de communes, on a un site touristique, c'est une grande folie des élus du monde entier, mais spécialement de la France, et de la France rurale. C'est de se dire on va faire Vulcania, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle par chez vous. Absolument. Voilà, donc on va faire un trou du cul mondial chez nous, et puis on fera venir du monde. Mais il est toujours très difficile d'obtenir des informations, de données, c'est-à-dire en gros, est-ce que vraiment ça fait vivre un territoire ou est-ce que c'est simplement un truc dans lequel on injecte de l'argent public et effectivement, comme on appuie sur le bouton, ça tourne, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc la question, je me dis que peut-être ça peut servir à des choses comme ça. Enfin voilà, c'est des choses que je me dis, et je ne dis pas non plus toujours des choses très intelligentes. Non, mais c'est une réflexion en cours, mais voilà, ça soulève toutes ces questions, parce que derrière le Wi-Fi territorial, il y a la question des stratégies de territoire. C'est à un moment donné, c'est quoi mon projet de territoire? Et pas forcément le mien, mais celui de mes habitants aussi. Comment on fait avec eux, effectivement, sans pouvoir finalement leur proposer une plateforme où on va coopérer, collaborer. Est-ce qu'ils en ont un projet de territoire? Est-ce que moi-même j'en ai un? Est-ce qu'ils en ont un? Parce qu'on en parle beaucoup des projets de territoire, mais... On parle beaucoup des projets de territoire. Hier, on parlait des gilets jaunes. Et en fait, je crois que c'est une réaction aussi au projet de territoire des gilets jaunes. D'une certaine façon. Parce qu'en gros, qu'est-ce que c'est qu'un projet de territoire? C'est essayer d'imaginer l'avenir alors que personne n'en a strictement aucune idée. Et des fois, ça me pose aussi question de ça. C'est-à-dire que
je me dis, est-ce que nous, élus, notre boulot, c'est pas juste en fait de faire des routes? De gérer les affaires courantes? Non, pas de gérer les affaires courantes, non, pas ça, mais de ne pas réfléchir à la place des autres déjà, parce qu'on n'est pas plus malin que les autres, généralement. On est un peu plus fou parce qu'on a des désaccords, c'est tout. Mais de faire des routes, et puis après, les gens, ils circulent sur ces routes, ils font ce qu'ils veulent en circulant sur ces routes. Après, on va pas leur faire le monde à leur place. Et dans les projets de territoire que je vois autour de moi, et c'est pas du tout méchant ce que je dis, c'est beaucoup de blabla et pas grand-chose de bien terrible en fait. Alors oui, ça c'est les modalités du projet de territoire. Effectivement, quand on fait appel à Marc, oui, je te laisse réagir à ce qui vient d'être dit. C'est extrêmement important d'entendre ça, parce qu'il y a effectivement une démarche qui consiste à mettre en œuvre des infrastructures de toutes catégories, relatives à l'éducation, à la santé et aujourd'hui aux télécommunications, pour qu'on puisse accéder à des espaces nouveaux. Et puis, le cas échéant, il y a des démarches qui consistent à proposer une prise de parole aux acteurs locaux. Et alors, je ne serai pas trop long, mais on a beaucoup de textes en France, vous le savez, administratifs. Il a été proposé au territoire d'élaborer des stratégies de développement numérique. Il y a plusieurs catégories, je ne détaille pas. Et je constate que dans certaines régions, on a un travail de fond qui a été effectué avec l'organisation d'ateliers qui ont rassemblé toute une série d'acteurs venant de tous les territoires, de tous les départements, de toutes les agglomérations de la région, sur des thématiques bien identifiées, avec des propositions qui ont été retenues, avec ensuite un document qui est acté par l'exécutif régional, les exécutifs départementaux, le préfet de région. Donc il y a une capacité de définir des priorités et de soutenir des acteurs qui ont des ambitions correctement affichées. Et puis dans d'autres territoires, on n'a pas eu le même exercice effectué, ce qui nous, au niveau du CGET, nous laisse un peu plus dans l'expectative pour savoir comment on peut faire, comment on peut accompagner. Voilà. Donc je cite pas de territoire, chacun a son mode de faire, son mode de fonctionnement. Mais clairement, quand une démarche d'élaboration de stratégie, une discussion a pu avoir lieu avec les acteurs territoriaux, éventuellement les citoyens, tout à l'heure sur la commune de Lugy, on nous a dit que ça n'aurait pas fonctionné si on n'avait pas pu associer les citoyens à l'élaboration du projet. Eh bien, clairement, les pouvoirs publics ont plus de capacité à soutenir des projets pilotes, à mobiliser des aides nationales ou européennes. Évidemment, les collectivités départementales ou régionales peuvent le faire aussi. Donc cette forme d'expression de l'ambition par les citoyens, elle est toujours utile probablement. Moi, je pense qu'on peut se connecter à notre niveau. Enfin, mon petit village de 239 habitants, moi je dis on est connecté, on propose panneau pocket. Donc dès qu'il y a un souci dans le village où il y a des informations, on télécharge cette application panneau pocket et tous les habitants sont au courant. Moi, je propose des cours aux enfants qui le souhaitent, du CP jusqu'en terminale par le biais d'une plateforme avec en plus une personne, s'il y a des difficultés, une personne en ligne. Pour moi, je pense que pour mon petit village, on est connecté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, on a plein d'autres choses. C'est à notre niveau. Après, moi, je ne suis pas... c'est vrai que dans les grandes villes, il y a plein de choses autres, mais moi, j'en ai pas d'utilité. Mais moi, mes citoyens sont super contents qu'on soit connectés à notre niveau. On n'est pas obligé de faire plein de choses. Moi, le panneau pocket, ça me coûte quoi, 22 € par mois. C'est pas cher, c'est non obligé. Et pour les enfants, ça doit être 12 € par enfant pour l'année. Donc vous voulez, c'est pas cher du tout. C'est pour commencer, on devait prendre un intervenant pour donner des cours à la mairie, mais pour notre budget, ça passe pas. Et ça, c'est une solution et tout le monde est content. Et on a vraiment des témoignages à retour. Donc moi, je pense qu'on a plein de petites choses qu'on peut mettre en place et sans demander à la communauté de communes. Enfin, on peut se débrouiller. On peut faire à son échelle. Mais le Wi-Fi territorial sur ton village, ça aurait du sens? Est-ce qu'il y a effectivement un peu de trafic touristique? Non, moi c'est paumé. J'avoue que voilà, non, il n'y a pas. Non, moi je ne vois pas. Actuellement. Voilà, dans le schéma qui est aujourd'hui, avec des administrés qui sont
sur Unity. Voilà, je ne ressens pas le besoin là. On va demander au plus beau département du monde, donc la Loire, s'ils envisagent effectivement d'avoir un programme Wi-Fi 42. Alors je ne sais pas s'il y en a un, mais moi, je crois pas. Je crois pas. Là-dessus, je ne pourrais pas vraiment répondre. En fait, on se partage le numérique de la Loire avec deux acteurs. Donc, le département qui a présenté globalement la stratégie hier, et le syndicat d'énergie. Donc, le SDAL de 2011 a créé le IACA, donc a décidé qu'il y avait une initiative de déploiement de la réseau FTTH à l'échelle du département, et il n'a pas souhaité s'en saisir. Il a filé le bébé au syndicat, donc ça tombe bien, puisque nous on est un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre sur un certain nombre de compétences, donc on a rajouté celle-là. Il se trouve que l'ensemble des communes du département sont adhérentes du syndicat. Et donc on a mis en place un schéma de convergence des RIP, puisque le département avait un RIP de première génération. Donc les groupages DSL, adduction de 135, je crois, zone d'activité premium. Et donc tout le monde professionnel est intéressé par le RIP 1G. Et le RIP 2G, nous, on adresse tous les usagers, donc 100% de complétude, raccordement gratuit budgété dans le projet, donc n'importe qui situé à 1,5 km d'un PBO peut avoir sa PT opposée gratuitement. Donc en termes d'inclusion numérique, c'est intéressant, puisque effectivement tout le monde peut accéder à la fibre. D'accord, donc effectivement le besoin ne vous semble pas aussi pressant. Le schéma de directeur des usages numériques est porté par le département. Nous, on porte juste à la demande de nos communes membres, donc le projet dont je parlais tout à l'heure, qui est le réseau très bas débit. IoT, ouais. Voilà, de l'IoT. Donc on est en phase de négocier un dialogue compétitif pour mettre en place le projet. Mettre en place la plateforme qui irait donc de la construction à l'exploitation, maintenance du réseau, au stockage des données, donc en open data et des données publiques des communes archivées et stockées sur un cloud public qui serait nôtre a priori, sachant que toutes les applications métiers seraient à l'initiative des clients des communes membres. Et donc là, c'est un projet dans les 5 ans qui viennent, parce qu'on ne sait pas ça marche. Se résoudre. Donc pour l'instant, l'Internet des objets s'est enclenché, mais pas encore de Wi-Fi. Enfin, en tout cas, la décision n'est pas chez vous. Sur Internet des objets, si. Oui, mais sur le Wi-Fi. Quel autre sujet? Mais on s'est posé la question de savoir si on répondait à l'appel à projet européen. D'accord. Pour le compte des communes, puisqu'en fait on a 40 personnes qui travaillent dans le numérique, donc on a des compétences à faire valoir. Ça marche. Merci. Donc si vous voulez vous lancer, vous avez le guide qu'il faut. On posait la question à la Somme. Est-ce qu'il y a un Wi-Fi Somme? Oui, justement, c'est d'actualité. On a, depuis quelques mois, on a choisi de s'appuyer sur le réseau SIGAL pour pouvoir avoir un réseau Wi-Fi, donc son numérique, qui propose, qui déploie la fibre, mais qui aussi propose des usages, des solutions. Là, surtout, on est assez avancé dans le numérique éducatif, mais on a d'autres sujets, et le sujet du Wi-Fi est un sujet d'actualité pour ce numérique. On propose, en même temps que le déploiement de la fibre, aux communes qui sont fibrées, de pouvoir équiper leurs salles des fêtes, leurs places publiques, etc. Ça permet aussi de la baie de Somme jusqu'à la place de la cathédrale d'Amiens et puis la Haute-Somme, d'avoir pour un touriste le même code, c'est-à-dire qu'il se connecte automatiquement sur le Wi-Fi Somme. Et, il est reconnu, en fait, il n'a pas de rupture, quoi. Et donc, s'il fait un trajet sur le long de la Somme, par exemple, en vélo ou à pied ou autre, il peut, ou en bateau, puisqu'il y a des petits bateaux qui descendent de la Somme, et il pourra être repéré et reconnu partout. Voilà. Et pour l'instant,
l'instant, c'est surtout adressé aux touristes ou aux utilisateurs du lieu public. Voilà. On n'est pas encore passé au système où on va aller faire des statistiques, etc. Mais pourquoi pas? Après, Faut pas se priver. Et on vient d'acquérir un data center qui va aussi permettre de pouvoir peut-être proposer un système de vidéosurveillance, en tout cas de vidéosécurité dans les communes aussi, parce qu'on a beaucoup, tous ceux qui sont élus municipaux le savent, beaucoup de dégradation sur des... Je regardais sur mon smartphone, là, justement, dans la ville où je suis élu, cette nuit, il y a eu des dégradations sur un smart city qui est tout neuf. Quoi, sur quoi un city park qui est tout neuf, et ah oui. Il a été dégradé cette nuit. Quoi. Donc, forcément, on a pensé de qui, la caméra, etc. Aujourd'hui, ça pose problème, puisqu'on dépense quelquefois des dizaines de milliers d'euros sur des sites comme ça, et quelques semaines après, ils sont dégradés. Donc la vidéosurveillance, ça fait aussi au moins protection. Quoi. Et même s'il n'y a pas de surveillance avec quelqu'un derrière, la protection en pouvant stocker des données de films, ça permet aussi d'aller voir ce qui s'est passé. Merci Monsieur le Président. Donc vous amenez la fibre et puis vous mettez des services au bout en fait. Vous justifiez aussi la fibre à travers Wi-Fi, bien sûr. Une question ici. Moi je suis un petit village du Gard, j'avais une question très terre à terre. Est-ce que dans les subventions européennes, on peut aussi financer l'arrivée des données? Parce que dans un cas comme le nôtre, ce qui risque d'être le plus cher, on y avait pensé au Wi-Fi for You, mais ce n'est pas tellement l'installation des antennes Wi-Fi, c'est pour faire un Wi-Fi de qualité, c'est de rapatrier les données. Pour être clair, aujourd'hui à la mairie, on a un ADSL qui, les bons jours, débite 2 mégabits seconde. Donc aller distribuer ça en Wi-Fi, je ne vois pas bien l'intérêt. Donc il faudrait, je ne sais pas, soit ramener une fibre, soit aller chercher de la 4G. C'est un peu la démarche de la somme, effectivement. Voilà, soit aller chercher de la 4G sur un point haut, parce qu'on ne l'a pas non plus, et la renvoyer en Wi-Fi direct. Enfin, là, il faudrait une étude, mais je pense qu'à l'arrivée, c'est ça qui serait le plus cher. Il faut de la puissance à l'entrée pour pouvoir la distribuer. Oui. Alors, est-ce qu'on peut demander une subvention? Est-ce que dans la subvention, on peut inclure ces coûts-là? Ça m'étonnerait. Je pense qu'on peut répondre à 2 fois, mais je vous propose de démarrer, Jean-Christophe, je compléterai. Ok. Alors pour répondre factuellement à la question, est-ce qu'on peut le financer dans le cadre de Wi-Fi for You, la réponse c'est non. Ça c'est assez clair, enfin c'est très clairement exprimé dans le règlement. Et je pense que, en l'occurrence, vous soulevez un point qui est très intéressant, c'est que, on parlait des bons et des mauvais Wi-Fi, l'exemple type, c'est je partage effectivement une connexion à 2 gigabits sur du Wi-Fi derrière, comme vous l'avez dit, ça n'a strictement aucun intérêt. Sur la 4G, si on partage de la 4G, on peut souvent aussi avoir le même type de constat, c'est-à-dire que si on va partager une connexion 4G entre plusieurs utilisateurs Wi-Fi, on va plutôt dégrader le niveau de service pour l'utilisateur, sauf si l'emplacement qui permet de recevoir la 4G permet d'avoir un meilleur niveau de réception, donc il y a un certain nombre de cas où ça peut s'appliquer. Donc effectivement, le déploiement du Wi-Fi ou le programme Wi-Fi for You n'apporte pas de solution à l'arrivée. Il n'y a pas de réponse à ça. Clairement, un partenariat est établi avec la structure qui pilote le réseau d'initiative publique, ou si on est en zone d'initiative privée, les opérateurs qui pilotent le déploiement du réseau, de leur réseau. On est très concrètement dans des situations qui doivent faire l'objet d'un approfondissement. Donc, nous essayons de réfléchir à la possibilité d'une rencontre nationale à venir. On ne peut pas en dire plus parce qu'aujourd'hui c'est pas validé, mais rester attentif sur le fait que dans le cadre d'un échange d'une journée complète, on pourrait répondre à des questions techniques de ce type-là. En tout cas, au niveau national, je reste votre interlocuteur pour voir comment les réponses aux appels à projets européens peuvent être envisagées. Je fais une deuxième partie de réponse sur les fonds européens en indiquant que ce qui n'est pas financé par l'appel à projet Wi-Fi for You peut, le cas échéant, être financé sur du FEDER ou sur du FEADER. Il faut se renseigner auprès de la région qui joue un rôle d'autorité de gestion, parce que dans certains cas, il peut rester de l'argent, et ça a été prévu au DOMO, au document de mise en œuvre du programme opérationnel. Parfois, ce n'est plus le cas, donc vous n'aurez pas de financement européen, mais il faut toujours vérifier. Et je me permets de rebondir sur le point que vous avez développé pour la Somme, parce qu'il faudra
dans ce contexte-là, pour aller plus loin, revenir sur des cas d'usage. Et c'est très important de savoir quel type de satisfaction on va apporter à quel type d'acteur. Et je crois qu'il faut considérer par exemple le jeune qui a 14 ans et qui a utilisé son forfait et qui veut envoyer une vidéo à ses copains parce qu'il a fait, il a super réussi son mouvement sur le skatepark, ou alors il s'est cassé le poignet, il faut appeler les secours. C'est très important que nous, dans nos démarches de médiation numérique, on puisse permettre aux usagers d'être connectés sur leur propre terminal, parce que si on leur montre comment se connecter, utiliser les services publics sur un ordinateur qui ne leur appartient pas et qui n'a pas été configuré pour ça, ils vont oublier l'essentiel de ce qu'on leur a montré une fois qu'ils seront sortis de la MSAP ou du lieu sur lequel on est censé leur donner plus de moyens, etc. Donc il faut impérativement qu'ils puissent se connecter avec leurs propres terminaux. Aujourd'hui, presque tout le monde est équipé d'un mobile. Et ainsi de suite. Comment, effectivement, on peut avoir une opération de promotion du commerce plus efficiente parce que l'on aura identifié des personnes qui sont sur le territoire de la commune, ce qu'on peut moins facilement faire quand on a juste un site et qu'on a communiqué avec les habitants, mais pas avec les gens de passage, et qu'on a peut-être un taux de réponse moins élevé parce qu'on n'a pas identifié qui se connectait au réseau Wi-Fi. Et on sait qu'aujourd'hui, tout le monde, vous l'avez rappelé avec les enfants qui disent c'est quoi le code Wi-Fi, et clairement, on se connecte au Wi-Fi dans les aéroports, dans les gares, dans les restaurants, dans les hôtels et chez soi. Donc, ça fait partie de la culture numérique partagée par tout le monde aujourd'hui. Voilà ce que je voulais donner comme dernière précision. En complément, Jean-Christophe ? Oui, je voulais également rebondir un peu sur les propos sur la somme de tout à l'heure de monsieur. Il y avait deux points qui me semblent intéressants dans ce que vous avez dit également, qui était la partie caméra, caméra de vidéosurveillance. Et en fait, il y a un point quand même qui est assez important, c'est que le Wi-Fi, encore une fois, c'est un outil parmi une palette d'outils numériques qui est très importante. Et quelque chose qu'on nommait souvent un peu de faire aussi, c'est de réfléchir à une mutualisation de tous les réseaux, de tous les déploiements, tout le génie civil, tous les travaux qu'on peut faire pour mutualiser les coûts. Vous avez un certain nombre de constructeurs qui proposent à la fois des équipements réseau, des bornes Wi-Fi et des caméras de vidéosurveillance, tout dans le même système, avec le même type de connectivité. Si vous allez déployer une caméra de ce type-là, déployer la borne Wi-Fi en plus, une fois que vous avez déjà les travaux qui sont enclenchés, le surcoût il est en fait moins élevé que ce dont on parlait tout à l'heure. Donc si on fait des projets autonomes. Donc c'est vrai que les réflexions autour de la digitalisation et de la mutualisation des projets, c'est vraiment des choses à anticiper et qui peuvent induire des économies d'échelle qui peuvent aller sur des facteurs 2 ou 3 concrètement. Et un autre point qui est très intéressant, et sur votre choix de SIGAL en particulier, sur la continuité d'expérience pour les utilisateurs, le constat qu'on a fait alors individuellement sur tous les acteurs d'Infranum et puis collectivement au sein du groupe de travail sur le Wi-Fi, c'est qu'effectivement un des gros problèmes du Wi-Fi, qui est le revers de la médaille de la liberté pour celui qui le déploie, c'est que du coup chacun le déploie de sa manière avec son parcours d'utilisation, et vu pour l'utilisateur, finalement la 4G c'est bien, ce qui fait rien, on est connecté directement. Donc de devoir se reconnecter à un portail, regarder les infos, c'est un frein qui est quand même important à la connexion, et puis évidemment ça induit de l'insatisfaction. Donc il y a un vrai intérêt pour tout le monde d'avoir une continuité d'authentification. Donc ça fait partie des travaux qu'on est en train de structurer au sein du groupe de travail entre acteurs du Wi-Fi ouvert au public en général et sur le Wi-Fi territorial en particulier, pour qu'on puisse avoir une solution qui soit interopérable entre différents acteurs. Merci. Didier, un mot de la fin ? Non, peut-être juste pour compléter, effectivement, je parlais tout à l'heure d'un travail un peu préparatoire avant de lancer le projet en lui-même et la sélection d'un prestataire. Je disais qu'il faut réfléchir un peu aux objectifs. Il y a aussi dans cette première phase de réflexion et de travail, à mon sens, une espèce d'audit technique de quelles sont les infrastructures disponibles, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas la collecte qui va bien, ça ne sert à rien de partir sur ce type de projet. Mais donc du coup, il y a un vrai travail de réflexion aussi, d'aménagement numérique. Et là, on est encore en plein dans ruralitique. On est bien dans les sujets de ruralitique. Et voilà, donc c'est un petit peu le point que je voulais repréciser. Et c'est vrai que c'est un point important parce que souvent on se rend compte que les actifs techniques, télécoms, ne sont pas toujours connus, maîtrisés. Et c'est une bonne occasion de les auditer. Exactement, et dans cette première phase, cet audit il est extrêmement intéressant aussi parce qu'il permet de se rendre compte des forces et faiblesses
du territoire sur le sujet. Voilà. Merci, je crois qu'on peut les applaudir. Voilà, je vous invite à effectivement télécharger le guide sur la page d'accueil de Ruralytique. Il est très bien fait, il pose des bonnes questions. Derrière, voilà, vous avez identifié les personnes qui peuvent vous aider à conduire ces projets-là. Interlocuteur de référence, c'est Marc Léger au commissariat. Et voilà, n'hésitez pas, c'est possible. Et c'est aussi quelque chose qui est structurant pour un territoire. Si vous avez des projets co-construits aussi avec vos administrés. Alors, on en parlait, la question sur les projets de territoire. C'est vrai, quand on achète des projets de territoire dans des cabinets de consulting sur étagère, ça ne marche pas vraiment. Par contre, co-construire son projet de territoire, je vous invite pour ça à rencontrer les gens d'Arvieux et de Luzy qui sont sur le Smart Village. Et voilà, la mayonnaise prend différemment. Donc tout de suite, je vous invite effectivement à aller faire un tour sur les stands qui sont dans la coursive, puis en descendant à vous arrêter au Maïf numérique tour dans le camion, c'est assez génial. Et puis ensuite, d'ici un quart d'heure, le buffet sera servi dans le Smart Village. Marc, tu voulais ajouter une dernière chose ? Vous pouvez évidemment diffuser ce guide, puisque bien entendu, c'est le meilleur du monde.